Richard est là. Bien le bonjour à toutes et tous, mes chers collègues. J'ai quelques petites annonces à faire avant. Alors réuni hier, le bureau de la commission a procédé à la répartition entre les groupes des rapports thématiques du PLFSS 2024 et des avis budgétaires du PLFSS 2024. Je remercie l'ensemble des membres du bureau pour avoir œuvré à une solution consensuelle, satisfaisante et équilibrée dans le respect des orientations fixées en début de législature. Par conséquent, pour les rapports thématiques sur le PLFSS 2024, j'ai été saisie des candidatures suivantes pour les rapports thématiques. Concernant les recettes, l'équilibre général et la maladie, Stéphanie Rist. Pour l'autonomie, Caroline Janvier. Pour la vieillesse, Cyril Isaac Sibyl. Et famille, branche famille, Paul Christophe. Accident du travail et maladie professionnelle, François Ruffin. Pour les avis sur le PLF 2024, j'ai été saisie des candidatures suivantes. Santé, Sébastien Pétavy. Solidarité, insertion et égalité des chances, Christine Lenabour. Travail et emploi, Stéphane Viry. Régimes sociaux et de retraite, pension, Joël Mélin. Y a-t-il des objections? Non, je vous remercie. Par ailleurs, le bureau propose que soit désigné rapporteur d'application Stéphane Viry pour la proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants pour un Erasmus de l'apprentissage, avec bien sûr le rapporteur Sylvain Maillard. Prisca Thévenot pour la loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, avec les rapporteurs Béatrice Descamps et Emmanuel Taché de la Pagerie. Frédéric Valtou pour la proposition de loi portant abrogation de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d'aide à la personne et visant à la réintégration des professionnels et étudiants suspendus avec leur rapporteur Jean-Victor Castor. Stéphane Viry pour le projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise avec le rapporteur, bien sûr, Louis Marguerite. Y a-t-il des objections? Non, je vous remercie. Donc, il en est ainsi décidé. Alors, nous allons déjà nous faire rentrer peut-être Madame la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes. Donc, je suspends juste une petite minute. Et on se retrouve très vite. Merci bien. Donc, je salue Madame la Présidente et tous les magistrats qui nous ont donc rejoints. Alors, mes chers collègues, Madame la Présidente, déjà, je vous souhaite la bienvenue, vous la connaissez bien, cette belle commission, ainsi, bien sûr, la bienvenue aux magistrats. Mes chers collègues, en application des dispositions de l'article LO 132-3-1 du Code des juridictions financières, la Cour nous a remis en mars dernier un rapport sur la pédopsychiatrie et nous attendons un rapport sur la formation médicale continue qui nous sera donc remis en mai prochain. La Commission vous avait également demandé un rapport sur les soins palliatifs, Madame la Présidente, en France. Ceci afin d'évaluer, entre autres, le 5e plan national de développement des soins palliatifs pour 2021 à 2024, initié sous le précédent quinquennat par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette demande était liée aux travaux de notre mission d'évaluation de la loi Claeys-Leonetti et de la Convention citoyenne sur la fin de vie, dans la perspective d'une prochaine réforme législative sur ce sujet. Ce rapport était donc, Madame la Présidente, très attendu et je vous remercie d'être venue nous le présenter donc ce matin.
J'indique que, conformément à l'usage, il a été diffusé hier à l'ensemble des commissaires. Madame la présidente, je vous passe donc la parole sans tarder, étant précisé qu'ensuite, les représentants des groupes politiques, puis les autres commissaires, vous poseront très certainement de nombreuses questions. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter donc ce matin, comme vient de le dire Madame la Présidente, le rapport issu de l'enquête de la Cour des comptes qui porte sur l'organisation des soins palliatifs en réponse à une demande qui nous a été faite il y a presque un an jour pour jour au titre de l'assistance de la Cour au Parlement en application de l'article LO 132.3.1 du Code des juridictions financières. Le Premier président n'a pas pu vous présenter ce rapport lui-même puisqu'il est en ce moment même au Sénat pour présenter le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. À mes côtés, l'équipe qui a réalisé ce rapport, François de la Guéronnière, président de section, Juliette Méadel, conseillère référendaire. François de la Guéronnière, président de section, Juliette Méadel, conseillère référendaire, Alice Lapré, conseillère référendaire en service extraordinaire et Alexandre Picard, vérificateur. Pour cette enquête, la Cour a réalisé un diagnostic des besoins et de l'offre des soins palliatifs depuis 2015. Elle a évalué la dépense publique et afférente, ainsi que son évolution, et a proposé une analyse des forces et des faiblesses de l'organisation de l'accès aux soins palliatifs du point de vue des patients et du point de vue de l'organisation de la gouvernance administrative nationale et territoriale. Votre saisine est intervenue dans le contexte du débat public sur la fin de vie en général. Si la problématique de l'accès aux soins palliatifs est liée au débat en cours sur le suicide assisté, question éminemment éthique, elle ne relève pas du champ de la compétence de la Cour, qui ne se prononce donc pas sur la question de l'aide active à mourir dans ce rapport. Alors, est-ce que le PowerPoint fonctionne? Alors, merci. Premier constat, et non des moindres, la France a progressé depuis 15 ans en ce qui concerne l'accès aux soins palliatifs à l'hôpital. Nous avons comparé les résultats depuis les deux précédents rapports de la Cour, celui de 2007 et celui de 2015. Nous constatons que les progrès sont nets et le classement de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE s'est amélioré. En revanche, s'agissant de l'offre de soins palliatifs dits de ville et à domicile, y compris en EHPAD, l'offre est toujours aussi lacunaire. Et c'est plutôt de ce côté que se situent les problèmes. Je vais y revenir. Pour entrer de manière un peu plus détaillée et approfondie dans l'évaluation de l'offre disponible, nous avons commencé par effectuer un travail essentiel mais délicat, l'estimation des besoins. Comme vous pouvez le constater sur la diapo numéro 2, les besoins se sont stabilisés depuis une quinzaine d'années. Pour estimer le niveau et l'évolution du nombre de personnes susceptibles d'avoir besoin de soins palliatifs, la Cour a retenu une méthodologie utilisée par l'Institut national de santé du Québec, mais dont l'estimation doit être considérée comme un plafond des besoins. Mais c'est la seule méthode que nous avons trouvée qui soit fiable pour estimer des besoins pour lesquels il n'existe aucune donnée. Donc ces besoins estimés, j'insiste, estimés de soins palliatifs, semblent s'être stabilisés de 2008 à 2017. L'augmentation du nombre de patients nécessitant une prise en charge palliative a été moins rapide que l'augmentation totale des décès, ce qui s'explique en partie par les progrès scientifiques réalisés en matière de prise en charge, notamment de patients atteints de cancer. Ils ont permis d'augmenter les chances de survie en cancérologie. Ces maladies se sont chronicisées, c'est-à-dire que l'on vit avec plus longtemps et moins mal qu'avant. En revanche, comme vous pouvez le constater sur la diapo numéro 3, les perspectives sont préoccupantes. En effet, le nombre de personnes susceptibles d'avoir recours à des soins palliatifs va croître sous l'effet du vieillissement de la population. Le nombre de personnes de 75 ans et plus va augmenter d'environ 60% d'ici les 20 prochaines années. Les perspectives démographiques à venir laissent donc présager une augmentation significative des besoins de soins palliatifs sur les 20 prochaines années d'environ
23%. Faute de connaître précisément l'offre disponible et son adéquation aux besoins estimés, nous avons mobilisé les systèmes d'information disponibles, mais force est de constater qu'ils sont parcellaires, comme vous pouvez le constater sur la diapo suivante, numéro 4. Si à l'hôpital, le système d'information permet de recenser de manière assez fiable les personnes ayant bénéficié d'une prise en charge palliative, à contrario, en ville et en EHPAD, la statistique ne le permet que très imparfaitement. Le constat est cependant clair. L'offre de soins palliatifs a augmenté essentiellement à l'hôpital, même si les disparités territoriales sont toujours présentes, et il manque environ 4000 lits de soins palliatifs en 2017. Pour les soins palliatifs en ville, à domicile et en EHPAD, l'offre demeure encore très lacunaire, même si l'offre à domicile, qui résulte de l'hospitalisation à domicile, a significativement augmenté. Nous y reviendrons. Quel que soit l'indicateur, densité de l'offre globale en soins palliatifs, ou soins palliatifs prodigués dans les hôpitaux, ou encore consommation d'opioïdes, tous ces indicateurs montrent que la France se situe en moyenne dans la première moitié du classement des pays de l'OCDE. Alors qu'en 2015, la France était plutôt mauvais élève de la classe. L'offre hospitalière de soins palliatifs a augmenté de près de 30% depuis 2015. Au sein des pays de l'OCDE, la France présente le 5e meilleur taux de recours aux soins palliatifs hospitaliers parmi les personnes décédées de 65 ans et plus. Il reste toutefois que moins de la moitié des patients, 48% exactement, ayant besoin de soins palliatifs y ont accès. Moins de la moitié des patients ayant besoin de soins palliatifs y ont accès, et ce principalement grâce à l'hôpital. S'agissant du coût global des soins palliatifs, nous l'avons évalué, comme vous pouvez le constater sur la diapo numéro 6, à un peu moins d'1,5 milliard, 1,45 milliard d'euros exactement en 2021. Dépenses principalement structurées par l'offre hospitalière, y compris l'hospitalisation à domicile. Les dépenses de soins palliatifs relèvent donc principalement des séjours hospitaliers. L'hospitalisation à domicile représente à elle seule plus de la moitié des dépenses hospitalières. Pour les lits de soins palliatifs et les unités de soins palliatifs, les dépenses sont en légère diminution entre 2017 et 2021, pour les séjours notamment en LISP, malgré l'augmentation du nombre de lits et du fait d'une diminution du nombre de patients, ce qui est cohérent avec notre premier graphique sur l'évolution des besoins. Les journées d'hospitalisation à domicile, quant à elles, sont en augmentation de plus de 60% et restent la principale source de dépenses. La dépense publique sera en augmentation dans les années à venir en raison du choc démographique, je l'ai évoqué tout à l'heure. S'agissant à présent de l'organisation des soins palliatifs, le constat est clair. Comme vous pouvez le constater à l'écran, la stratégie des pouvoirs publics est peu lisible et les outils de pilotage sont fragiles. Si la politique de déploiement de soins palliatifs est plus volontaire, comme le montre l'existence depuis de longues années d'une planification pluriannuelle, elle manque d'outils de pilotage efficaces, de telle sorte que les administrations nationales, aussi bien que régionales, ont du mal à la mettre en œuvre. Par exemple, les 3 derniers plans pluriannuels ne sont pas dotés d'objectifs stratégiques clairs et mesurables. La Cour ne réclame pas la mise en œuvre la mise en place de dizaines d'indicateurs, au risque d'alourdir le pilotage et de bureaucratiser l'ensemble, mais simplement l'identification de quelques grands objectifs nationaux, simples à suivre et chiffrés. Un objectif quantitatif de progression de l'offre de soins doit ainsi être conçu. Il manque aussi à ces plans des objectifs calendaires. Comment projeter l'action publique si elle ne s'inscrit pas dans le temps avec des bornes temporelles claires? Enfin, la cohérence des plans de santé publique entre eux mérite d'être revue. Par exemple, la stratégie nationale de santé n'intègre pas du tout le plan pluriannuel sur les soins palliatifs, alors même que le lien entre eux est essentiel. Le plan cancer ne fait pas référence non plus au plan pluriannuel soins palliatifs. On a donc un manque de cohérence des plans entre eux. Le pilotage des soins palliatifs également mérite d'être revu. La Cour estime qu'il faut le confier à la seule Direction générale de l'offre de soins au ministère.
En région, les ARS doivent être confortés dans leur rôle de pilote et les soins palliatifs doivent être mieux intégrés dans les schémas régionaux de santé, avec notamment l'ajout d'objectifs chiffrés de développement des soins palliatifs. Enfin, comme vous le verrez dans la diapo numéro 8, le financement des soins palliatifs souffre d'un manque de lisibilité. Cette clarté, cette lisibilité du financement de l'offre de soins mérite d'être renforcée. Tout d'abord, la cotation en soins palliatifs à l'hôpital mériterait d'être évaluée. La Cour recommande donc que soit conduite une étude approfondie des coûts des soins palliatifs à l'hôpital afin d'évaluer la pertinence de leur tarification actuelle, objet de critiques récurrentes. Donc nous ne nous prononçons pas sur la tarification hospitalière des soins palliatifs tant que nous n'aurons pas une comptabilité analytique permettant d'en connaître précisément les coûts. Donc on ne peut pas parler de surcotation ou de sous-cotation de la tarification hospitalière des soins palliatifs tant qu'on n'aura pas les résultats de cette étude. La Cour note également que les crédits de financement prévus par le dernier plan pluriannuel sont en diminution de 10 millions d'euros par rapport au plan précédent, en dépit de déclarations volontaristes. Enfin, la communication et l'information du grand public sont à renforcer. En particulier, il faut inciter les Français à rédiger leurs directives anticipées. Les directives anticipées prévues par la loi du 2 février 2016 permettent à toute personne majeure, si elle le souhaite, de faire une déclaration écrite portant sur les conditions de fin de vie, notamment sur les soins médicaux qu'elle désire à ce moment, et ce, quel que soit son état de santé. La promotion des directives anticipées doit ainsi permettre une mise en place plus fluide des soins palliatifs, notamment vis-à-vis du corps médical. Or, en France, les directives anticipées ne sont pas répandues. Selon un sondage BVA de janvier 2021, seuls 18% des personnes interrogées indiquent qu'elles ont rédigé les leurs. Il importe donc de renforcer les campagnes de communication et de sensibilisation du grand public. Dans la même perspective, l'éducation thérapeutique à destination des aidants des patients en fin de vie pourrait être impulsée. Enfin, de nouvelles modalités d'intervention pourraient être envisagées pour faciliter le recours à des bénévoles. Le rapport s'attache ensuite à examiner les parcours de soins des patients et l'effectivité de l'accès aux soins palliatifs. À l'hôpital, alors que la circulaire de référence sur les soins palliatifs date de 2008 et est en cours de refonte et que cette circulaire prévoit l'organisation des soins à l'hôpital en 3 niveaux, l'analyse des parcours de soins montre qu'il y a peu de lien entre ces niveaux et les prises en charge, et que les prises en charge sont parfois inadaptées. Hormis les unités de soins palliatifs qui accueillent une part de leurs patients en provenance d'autres services d'hospitalisation, les patients hospitalisés en soins palliatifs viennent en grande partie directement du domicile et finissent leur jour dans ces services, en dépit des recommandations cliniques de prise en charge précoce en soins palliatifs. Le passage aux urgences est fréquent pour une part significative des patients. Les patients hospitalisés pour un diagnostic soins palliatifs dans des lits classiques de médecine générale ou de chirurgie non spécialisés dans les soins palliatifs se voient prodiguer, plus souvent qu'en lit identifié de soins palliatifs ou en unité de soins palliatifs, des actes médicaux qui n'améliorent pas la qualité de leur fin de vie. Le rapport démontre l'importance des besoins en soins infirmiers pour les patients nécessitant de soins palliatifs et admis à l'hôpital dans des lits identifiés de soins palliatifs, des LISP. Malgré l'intensité de ces besoins, les moyens humains qui devraient y être associés ne sont pas toujours effectifs. Enfin, en unité de soins palliatifs, l'écart important entre le taux d'encadrement indicatif mentionné par une circulaire du ministère de la Santé de 2008 et les effectifs présents dans les services appelle un contrôle renforcé du respect de ce taux d'encadrement. La diminution du nombre de visites à domicile des médecins traitants et la faiblesse de leur formation sur la question des soins palliatifs, l'insuffisance du nombre de médecins coordinateurs en EHPAD freinent le développement des prises en charge sur ces lieux de vie. Pour permettre un égal accès sur le territoire des patients aux soins palliatifs, en particulier à ceux qui ne peuvent accéder aux soins proposés en hôpital de jour, il est proposé d'expérimenter un forfait soins palliatifs en ville, ouvrant droit à des séances de professionnels libéraux en dehors de ceux déjà remboursés par l'assurance maladie. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de créer un acte spécifique soins palliatifs pour les services de soins infirmiers à domicile.
Ce serait également une manière de mieux connaître ce qu'il est difficile aujourd'hui d'appréhender, c'est-à-dire le poids des actes de soins palliatifs en ville. Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, un plan de formation des auxiliaires médicaux paraît indispensable pour développer des compétences dans ces prises en charge. La Cour estime à 56 millions d'euros le coût de la formation de la moitié de ces personnels, ce qui représente un peu plus de 100 000 personnes. Enfin, le déploiement sur l'ensemble de territoire d'équipes mobiles de soins palliatifs intervenant au domicile est nécessaire pour permettre d'améliorer ces prises en charge, de même que l'autorisation à donner pour les médecins de ces équipes de prescrire en cas d'empêchement du médecin traitant. J'en ai terminé de cette présentation, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, et je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition avec les magistrats qui m'entourent pour répondre à vos questions. Merci bien, Madame la Présidente, pour cette présentation. Et donc, je vais passer la parole aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance. Et je passe la parole tout de suite à Didier Martin pour 2 minutes. Je vous donne le micro. Merci, Madame la Présidente. 2 minutes ne seront pas suffisantes pour tout ce qu'il y aurait à dire sur ce constat, ce diagnostic et ces perspectives que vous avez, Madame la Présidente, tracées devant nous. Et je dois dire que dans notre mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, avec mes collègues Caroline Fiat et Olivier Falorni, avec nos petits moyens de parlementaires, nous convergeons vers vos constatations. Et je rentre directement sur les questions financières et d'organisation à l'hôpital et en ville. Nous avons effectivement demandé d'élaborer des indicateurs pour l'adéquation entre l'offre et les besoins tels que vous les avez évalués dans les années à venir. Je rappelle quand même que le droit d'accès à des soins palliatifs date de 1999 et que, heureusement, nous rattrapons du retard, mais il était grand temps de le faire. Nous revenions dans ce rapport sur la question de la tarification à l'acte dans les établissements, avec, comme vous le proposez en ville, un modèle qui associerait un forfait et un taux lié à l'activité. Nous insistions également sur la traçabilité des budgets des services de soins palliatifs dans l'ensemble des budgets hospitaliers pour que l'affectation soit effectivement possible à suivre. Et puis, sur le domicile, nous avions effectivement souligné la nécessité d'envisager une nouvelle tarification, des consultations longues pour les ergothérapeutes aussi et pour le suivi psychologique. Bref, nous convergeons vers cet aspect-là, tout en soulignant l'importance de la formation initiale avec des études spécialisées et une spécialité d'infirmier, avec la nécessité de lancer une campagne de recrutement et de valorisation des métiers des soins palliatifs et d'établir véritablement une culture de soins palliatifs avec plusieurs chapitres pendant les études, les échanges interprofessionnels et en amont de chaque parcours de soins. Merci bien, avant monsieur le député. Le moment difficile de la vie où on doit rentrer en soins palliatifs. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Sandrine de Gorsuc pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, depuis votre précédent rapport de 2015 sur le sujet, les conclusions du rapport que vous nous présentez ce matin affirment que l'offre de soins palliatifs a augmenté de près de 30%. Si l'offre de soins palliatifs a essentiellement augmenté à l'hôpital, en lit spécialisé ou en unité de soins palliatifs, vous reconnaissez que l'offre de soins à domicile demeure très insuffisante et quasiment inexistante dans les établissements médico-sociaux. Les pouvoirs publics doivent développer cette offre complémentaire à celle de l'hôpital et en particulier à domicile et en établissement médico-social. Vous mettez également en lumière les disparités territoriales toujours extrêmement présentes, ce qui n'est pas digne d'un pays comme le nôtre. Vous affirmez ce que nous ne cessons de répéter depuis des mois, les besoins estimés de soins palliatifs ne sont couverts qu'à hauteur de 50%, alors même que le droit d'accès aux soins palliatifs reconnu par la loi Claes-Leonetti de 2016 suppose une couverture de la totalité des besoins. Et ce, malgré l'adoption de 5 plans pluriannuels de développement de soins palliatifs.
Une politique publique plus volontaire est nécessaire pour diffuser la culture palliative. On ne peut que constater un manque de stratégie globale et l'insuffisance des outils de pilotage. Vous vous interrogez également sur le financement parfois peu lisible et peu représentatif de la réalité des coûts de soins prodigués. Permettez-moi de rappeler que la SFAP estime que les moyens pour un véritable accès aux soins palliatifs sur tout le territoire s'élèveraient à 800 millions d'euros par an. En 2022, seuls 10 millions d'euros y ont été consacrés. Enfin, vous constatez l'échec de la politique de communication et d'information en direction du grand public qui est pourtant essentielle pour sensibiliser l'opinion à la notion d'accompagnement palliatif de la fin de vie. Il est évident qu'une grande partie de la population qui semble vouloir aujourd'hui demander la légalisation de l'euthanasie exprime en réalité une puissante angoisse de souffrir et d'être abandonné en fin de vie. Nos concitoyens ignorent leur droit d'être accompagnés en fin de vie de manière humaine. Ils pensent alors qu'il faut changer la loi. Les patients sont surpris quand on leur dit qu'ils ne sont pas obligés de poursuivre leur traitement, que l'obstination déraisonnable est interdite pour le médecin, que le soignant est obligé de tout mettre en œuvre pour soulager le patient, même si cela doit raccourcir la vie. Nous continuons à demander que les lois de 1999, de 2005 et 2016 soient correctement appliquées avant d'envisager la moindre évolution en la matière. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Thibault Bazin pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente de la 6e Chambre. Merci d'être présente ce matin devant notre Commission des Affaires sociales pour nous présenter les travaux de la Cour des comptes sur les soins palliatifs, dont nous ne pouvons tous saluer la grande qualité. Vous soulignez des besoins encore largement non pourvus et votre diagnostic ainsi que vos préconisations sont très intéressants. Tout d'abord, j'ai 3 questions. Tout d'abord, ma première question porte sur la baisse des moyens accordés au développement des soins palliatifs. En effet, vous indiquez qu'après une augmentation continue au cours des 10 ans précédents, les crédits du plan 2021-2024 ont enregistré une baisse de 10 millions d'euros par rapport au plan pluriannuel précédent. Lors de vos éditions, avez-vous pu obtenir des éléments quant aux raisons qui ont conduit à cette baisse significative, qui tranche volontiers avec la prétendue politique volontariste du gouvernement en matière de développement des soins palliatifs? En l'état actuel des financements prévus, le gouvernement pourra-t-il tenir ses promesses? Ma deuxième question concerne plus spécifiquement la 7e recommandation par laquelle vous suggérez, je cite, d'intégrer les prises en charge palliatives dans le nouveau modèle de financement des services de soins infirmiers à domicile. Vous serait-il possible, Madame la Présidente, de développer un peu plus en détail la manière dont cette intégration pourrait avoir lieu opérationnellement, par quel vecteur et selon quel calendrier, de même pour le forfait soins de confort palliatif que vous suggérez d'expérimenter. Enfin, ma troisième question concerne les associations de bénévoles. Leur rôle dans l'accompagnement des personnes en fin de vie est souvent méconnu. Je me réjouis donc de voir souligner l'importance de leur action, page 56. Dans la synthèse de votre rapport, vous écrivez, je cite, que s'agissant des bénévoles, de nouvelles modalités d'intervention pourraient être proposées au bénéfice des patients qui recherchent, au-delà de l'appui médical, de la présence et de l'empathie humaine. Dans les faits, certaines associations de bénévoles critiquent l'actuel article L1110-11 du Code de la santé publique qui dispose que l'accompagnement dans les soins palliatifs ne peut s'effectuer qu'en partenariat avec des établissements de santé. Elles font remarquer que sur le terrain, un tel cadre légal n'autorise qu'une intervention des bénévoles au chevet des personnes qui vivent leur fin de vie chez eux, que dans les seuls cas où ces personnes sont hospitalisées à domicile. De nombreux malades en fin de vie resteraient dès lors sur le carreau. Partagez-vous ce constat? Si oui, pensez-vous qu'il pourrait être pertinent de permettre aux associations de bénévoles de signer une convention avec une équipe de soins primaires, un centre de santé, une maison de santé, un dispositif d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes ou une CPTS? Voyez-vous d'autres moyens concrets qui pourraient être mobilisés afin d'aider les bénévoles? Merci bien. Monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Merci Madame la Présidente de la 6e Chambre. Vous nous présentez donc ce matin un rapport de la Cour des comptes sur les soins palliatifs dont je veux saluer la qualité et la précision. Votre étude est équilibrée, elle ne verse ni dans le misérabilisme ni dans l'angélisme. Et elle affirme dans son titre un objectif auquel nous souscrivons, c'est-à-dire renforcer l'offre de soins palliatifs, même si nous savons qu'ils ne peuvent, hélas, pas répondre à toutes les situations et à toutes les souffrances de malades de fin de vie. Beaucoup d'aspects sont évoqués dans votre rapport et je n'ai malheureusement pas le temps de tous les évoquer. Vos nombreuses préconisations sont d'ailleurs, comme l'a dit Didier Martin, en résonance avec les préconisations que la mission d'information sur l'évaluation de la loi Claes-Leonetti ont pu formuler dans le cadre de cette commission des affaires sociales. Mais dans votre rapport, vous montrez que la situation générale est en amélioration, que l'offre hospitalière est en progrès notable,
même si les inégalités d'accès aux soins palliatifs restent prégnantes et que les besoins restent encore notablement non pourvus. Mais je voudrais vraiment insister sur un point noir particulièrement problématique que nous avions soulevé et que vous confirmez, c'est que l'accès aux soins palliatifs est encore trop hospitalo-centré et que la prise en charge à domicile demeure très nettement insuffisante. C'est un gros problème, alors que cela répond à une demande très majoritaire des patients. Cela exige un développement des équipes mobiles de soins palliatifs pour permettre leur déploiement partout et pour tous. Et cela exige aussi un grand plan de formation aux soins palliatifs pour les auxiliaires médicaux, particulièrement au sein des EHPAD. Alors, j'ai une question à vous poser, ou plutôt une demande de précision. Parmi vos recommandations, vous proposez l'expérimentation d'un forfait soins de confort palliatif pour les patients pris en charge à domicile. Cela me semble très pertinent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette proposition? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci, merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, pour cette présentation. Alors moi, je vais tout de suite rebondir sur le dernier point qu'a évoqué Olivier Falorni, dans la richesse des constats, diagnostics et pistes d'amélioration qui figurent dans le rapport. Vous le dites vous-même, il y a l'angle mort, sans mauvais jeu de mots, de la mort en EHPAD. Un quart des décès chaque année concerne des personnes dont le dernier domicile était un EHPAD. Et vous dites, c'est un des rares endroits où vous dites une prise en charge très insuffisante dans les EHPAD. Vous indiquez un chiffre de 77% des EHPAD qui ont conclu des conventions avec des équipes mobiles de soins palliatifs. Mais en même temps, vous indiquez que, ou alors je n'ai pas bien compris, que seulement 6400 résidents d'EHPAD ont bénéficié de cet accompagnement en soins palliatifs. 600 000 résidents, 150 000 décès, 6400. Et donc je voudrais que vous puissiez nous dire où ça pêche. Est-ce que c'est dans les moyens alloués aux EHPAD? Est-ce que c'est dans la formation? Est-ce que c'est dans l'obligation? Puis dernier point, est-ce que vous avez pu tirer aussi des enseignements de cette situation particulière au moment du Covid, où la question des soins palliatifs pendant le Covid, les possibilités de prescrire pour les équipes qui seront présentes, notamment midazolam et autres substances, se sont posées. La deuxième question est là, qui est plus générale, qui nous ramène à l'hôpital, sur lequel vous vous êtes beaucoup concentré. Je ne peux pas m'empêcher de constater que vous avez écrit qu'il faut un ratio d'encadrement patient en soins palliatifs par rapport aux soignants. C'est voilà, une des propositions qui nous intéresse parce que vous indiquez, nous on pense qu'il faut des ratios soignants pour toutes les prises en charge à l'hôpital. Et là, vous dites, pour les soins palliatifs, il faut le faire. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet aussi, enfin ça s'inscrit spécifiquement sur les soins palliatifs, ou vous pensez qu'il faut qu'il y ait des ratios d'encadrement soignant par rapport à patients accueillis sur l'ensemble des services à l'hôpital? Merci bien. Monsieur Frédéric Valtou pour le groupe Horizon et apparenté. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de la 6e Chambre. Merci pour ce rapport passionnant, dense, précis, effectivement, et qui nous permet d'ouvrir ici un débat, même si les interventions sont rapides, mais d'ouvrir un débat sur ce sujet important. Il y a différents écueils qui ont été évoqués, je n'y reviendrai pas. Je voudrais insister sur deux sujets. Le premier, c'est l'inégale répartition, vous l'avez dit, de l'offre de soins palliatifs dans notre pays. La dernière édition de l'Atlas de la fin de vie montrait que fin 2021, 21 départements restaient dépourvus de soins palliatifs. Et on sait que face au nombre de décès annuels qui augmente, on voit bien effectivement le fossé qui peut se creuser. Ça a été dit, ça a été repris par certains orateurs, le parcours de soins reste trop centré sur l'hôpital et peu effectif en ville, ce qui évidemment nous amène à évoquer les difficultés de collaboration, de coopération entre les uns et les autres et la nécessité d'aller au-delà ou d'accélérer tout cela. Vous insistez sur le rôle des communautés professionnelles territoriales en santé, les CPTS, qui pourraient jouer un rôle important dans la structuration et le développement de l'offre de soins en ville, la prise en charge à domicile. Et c'est ma première question. Comment, selon vous, accélérer cette structuration via les CPTS? Comment faire effectivement pour que la prise en charge à domicile puisse, de cette manière-là, se développer dans notre pays? Et puis, j'aimerais poser une deuxième question sur les soins palliatifs pédiatriques,
qui sont souvent occultées dans notre pays. Vous l'évoquez malgré tout dans votre rapport, en disant notamment que le dernier plan 2021-2024 affiche l'ambition de création d'équipes régionales ressources en soins palliatifs pédiatriques, mais sans objectif précis, sans calendrier. Si la première unité de recherche dédiée aux soins palliatifs pédiatriques a vu le jour à Lyon, au centre Léon Bérard, serait-il nécessaire, selon vous, de multiplier la création de ce type d'unité de recherche pour avancer dans un domaine aussi délicat que les soins palliatifs et la fin de vie des enfants? Mais comment y arriver? Quel levier pourrait permettre effectivement de rendre effectif et plus efficace cette prise en charge pour les enfants? Merci bien. La parole est à Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste NUPES. Merci Madame la Présidente, merci pour cette présentation. Alors nous devons aujourd'hui penser la fin de vie sous forme de politique publique à part entière et non comme des parties ou des compléments ou accessoires d'autres politiques publiques. Et je crois que c'est finalement ce que révèle le plus votre rapport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fin de vie est considérée, les soins palliatifs, comme un complément de politique publique sur la santé ou sur la vieillesse, alors même que ça devrait être quelque chose de pensé à part entière. Les soins palliatifs pourraient être considérés comme parmi des droits fondamentaux des personnes en fin de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est juste un accès aux soins. Et si on le considère comme un droit fondamental de la personne, alors il faut qu'il y ait un accès libre de leur part, en proximité ou à domicile ou en EHPAD. Un droit à la sédation pour qui le demande est absolument indispensable à l'heure où les progrès de la médecine font que nous prolongeons la vie, et c'est bien ainsi, au-delà de ce qui est naturel, ce qui génère évidemment des fins de vie plus longues, parfois plus douloureuses, souvent angoissantes. Les inégalités territoriales pour avoir accès à des soins palliatifs font partie des injustices de nos sociétés, comme d'autres formes d'injustice, mais celle-ci est particulièrement criante, et vous le notez dans votre rapport. Autoriser de nouveaux droits en fin de vie, comme l'aide active à mourir, signifie et oblige même à un renforcement absolument considérable des soins palliatifs, de la formation, de la mise à disposition, et ça nécessite de trouver des moyens, des personnels, des lieux, in fine, encore une fois, des politiques publiques qui ne soient pas uniquement au sein de politiques de soutien à l'hôpital ou aux services de santé. À ce titre, il est assez incroyable que les EHPAD soient parmi les angles morts de cet accompagnement de fin de vie. Et ça, c'est très bien dit dans votre rapport. Et merci de le noter parce que nous nous battons ici pour que ces EHPAD soient parmi les acteurs importants de ce parcours de vie jusqu'à la fin. Et votre rapport nous permet d'envisager un certain nombre de mesures. Mais compte tenu du mur démographique qui arrive, il faudrait que cela devienne une des priorités du prochain PLFSS et des suivants. Et je trouve que dans le rapport, vous n'explicitez pas spécifiquement comment nous pourrions en faire une des priorités des prochains budgets. C'est la question que je vous pose. Très bien. Donc, je vais passer la parole à Madame la Présidente pour pour des éléments de réponse après cette première salle de questions, puisqu'il y en a encore une douzaine. Madame la Présidente, vous avez la parole. Alors, sur les remarques de Monsieur Martin, je me réjouis que les constats convergent. Enfin, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en désoler, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, je reviens quand même sur un point qui me paraît essentiel, un mot que vous avez prononcé, c'est l'absence de culture de soins palliatifs en France. Et c'est vrai que tout au long de notre rapport, on essaye de montrer l'importance de la culture soins palliatifs, aussi bien auprès des professionnels de santé, des médecins, des auxiliaires médicaux également, et de la nécessité impérieuse de former l'ensemble de ces personnels, mais également de former le public et d'informer le public mieux que ça n'est fait. On constate, notamment quand on compare avec d'autres pays étrangers, enfin d'autres pays d'Europe, que la culture de soins palliatifs est très en retard en France. Donc ça me semble un point essentiel, au-delà des constats que nous partageons sur les aspects plus précis ou plus techniques. Je voudrais revenir une seconde sur un chiffre que citait Madame Dogor-Such. L'ASFAP, oui, a fait un chiffrage. Alors nous n'avons pas commenté ce chiffrage et nous n'avons pas à le commenter. Nous avons chiffré, et c'est dans le rapport, le montant nécessaire pour augmenter les équipes mobiles de soins palliatifs, dont il nous semble qu'elles sont largement insuffisantes, notamment celles qui se déplacent vers le domicile. Et donc pour passer à 200 équipes mobiles supplémentaires,
nous avons chiffré ce coût à un peu moins de 74 millions d'euros par an. On est quand même très très loin des chiffres, voilà, du chiffre de 800 millions que vous avez cité. Et puis nous citons un autre chiffre qui est que j'ai donné tout à l'heure, qui est le chiffre de 56 millions qui serait nécessaire pour former la moitié des personnels infirmiers et auxiliaires médicaux qui interviennent au domicile et en EHPAD, les former aux soins palliatifs. Donc 112 millions d'euros si on doit les former tous, les 200 000 personnes concernées. Voilà, donc on est quand même très très loin du chiffrage que vous avancez, repris de l'AFSAM. Autrement dit, on peut améliorer considérablement la prise en charge et l'offre de soins palliatifs, notamment à domicile, pour un coût certes important, mais qui n'a rien à voir avec le chiffre, puisque nous, on est à 74 millions plus 56 millions de formations. Donc voilà, je voulais juste rétablir ces chiffres-là. Sur pardon, les questions de Monsieur Bazin. Alors, sur la baisse de 10 millions d'euros, c'est une baisse, certes, mais c'est une baisse dans une enveloppe qui augmente. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. Alors peut-être que j'étais un peu rapide tout à l'heure en présentant les choses, mais on a bien un plan soins palliatifs avec un certain nombre de moyens en plus, donc. Et ce sont ces moyens en plus qui diminuent dans le dernier plan par rapport au plan de 2015-2019. Mais totalement, enfin au global, ce sont quand même des moyens en plus. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'était taquin de votre part ou si je m'étais mal exprimée, mais voilà. Donc, ce point méritait d'être précisé. Pour les associations de bénévoles, voilà, un groupe de travail est en train d'être mis en place pour réfléchir à la généralisation du bénévolat et la manière voilà, la plus intelligente d'ancrer ce bénévolat, effectivement, et de trouver une manière fluide de fonctionner avec les établissements de santé. Sur l'absence de critères sur les besoins en soins palliatifs, c'est un sujet qui est pris en compte dans la réforme de financement actuellement en cours sur les SIAD. Donc voilà, on espère que le sujet sera traité et que cette question sera résolue. Alors, sur la question de M. Falorni sur le forfait que nous proposons, c'est un peu à l'instar de ce qui existe déjà, c'est-à-dire la question du forfait existe pour les enfants souffrant de troubles autistiques. Et donc, on propose de reprendre le système du forfait soins d'accompagnement, soins de confort palliatif pour notamment englober toutes les prestations d'auxiliaires médicaux ou d'intervenants. Vous avez cité les ergothérapeutes, voilà, au domicile. Donc, c'est bien cette idée d'une appréhension un peu holistique de l'ensemble des intervenants et des professionnels qui accompagnent le patient en soins palliatifs. Alors, sur la question de Jérôme Guedj, alors, le plan de formation des auxiliaires médicaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, pour former les auxiliaires médicaux et les infirmiers, au moins la moitié de ces personnels qui interviennent en soins palliatifs et les former en soins palliatifs, donc ça aurait un coût de 56 millions d'euros. Et nous appelons vraiment à ce plan de formation, d'autant plus que je rappelle que la formation est financée par ailleurs. Donc les crédits formation existent, chacun a un plan formation, des crédits formation sur lesquels il peut tirer. Et en tout cas, ça ne pèse pas sur l'assurance maladie. Donc c'est un point important à garder en tête. Sur les ratios de personnel soignant auprès des, dans les lits, merci, auprès des lits de soins palliatifs, ça existe déjà, c'est prévu dans la circulaire de 2008. Donc ce ratio prévoit
un tiers d'ETP en plus par rapport à un lit, j'allais dire banalisé, de médecine générale ou de chirurgie, un tiers d'ETP en plus pour les unités de soins palliatifs, non, pour les LISP, et 50% donc d'ETP en plus pour les unités de soins palliatifs. Le problème que nous pointons, c'est que ces ratios ne sont pas contrôlés et nous n'avons absolument pas pu obtenir l'assurance que ces moyens supplémentaires sont effectivement déployés, alors même que la tarification intègre ces moyens supplémentaires. Donc c'est plutôt un contrôle de l'effectivité des moyens qui sont mis autour des lits de soins palliatifs ou des unités de soins palliatifs. Et c'est la raison pour laquelle nous préconisons, j'ai insisté dans ma présentation sur ce point, mais qui est essentiel, nous préconisons une étude sérieuse et détaillée de coûts des soins palliatifs à l'hôpital. C'est-à-dire pour caler une tarification qui soit adaptée, pertinente, il faut connaître les coûts. Or, aujourd'hui, ces coûts ne sont pas connus. Voilà. Et... pardon. Sur bon, la formation, j'en ai parlé, et la recommandation sur la formation des auxiliaires, donc recommandation que nous formulons, j'en ai parlé également. Sur le développement des équipes mobiles, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de leur coût. J'ai omis de mentionner un point qui est important, c'est de donner la possibilité aux médecins de ces équipes mobiles de prescrire. Aujourd'hui, ces médecins ne peuvent pas prescrire et nous proposons qu'ils puissent prescrire notamment du midazolam. C'est vrai que les chiffres que vous citez en EHPAD sont problématiques et qu'on a voilà, relativement peu de patients en EHPAD qui ont bénéficié de ces équipes mobiles de soins palliatifs en dépit des conventions qui ont été signées. Je n'ai pas d'explication particulière à ce sujet. Nous avons constaté, et nous constatons comme vous, effectivement, cette dichotomie, en tout cas ce décalage entre les conventions signées et la réalité des soins palliatifs dispensés par des équipes mobiles auprès des résidents en EHPAD, sans avoir plus d'explications à ce stade. Et sans doute faudrait-il que dans ces conventions qui lient les EHPAD aux équipes mobiles, il faut en réalité, au-delà des équipes mobiles, mais penser à un continuum de soins palliatifs, donc vraiment un parcours, une filière de prise en charge en ville entre médecins, infirmiers, SIAD, HAD, EHPAD, etc. Et aujourd'hui, cette filière n'existe pas. Et les conventions afférentes encore moins. Voilà, sur alors le rôle des CPTS, j'avoue que je suis un peu sèche sur les CPTS. Parce que peut-être que si non, mais tu peux prendre la parole aussi, Juliette, si tu le souhaites. Oui, on n'a pas spécifiquement parlé des CPTS. C'est vrai qu'on a regardé les plans régionaux de santé et les projets régionaux de santé. C'est vrai que les projets régionaux de santé, certains mentionnent les soins palliatifs, un certain nombre ne les mentionnent pas du tout. Et on a une partie de ces projets régionaux de santé qui voilà, sont peu diserts, disons, sur les soins palliatifs. Donc, au-delà des projets de santé, c'est vrai que les CPTS pourraient s'emparer du sujet, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Encore faut-il, voilà, aussi, là aussi, enfin, comme pour les autres, hein, une formation d'une part, et sans doute pouvoir asseoir leur action en matière de soins palliatifs sur un projet régional de santé qui tienne compte de ces questions. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et nous pointons d'ailleurs sur les PRS ce sujet dans le rapport. Oui, mais ça on l'a déjà dit, effectivement, que les PRS, comme les plans nationaux d'ailleurs, fixent des objectifs quantifiés, précis et un calendrier de mise en œuvre. Ça, je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure.
sur des objectifs et éventuellement des moyens aussi. C'est-à-dire que si on veut être cohérent et si on veut que la loi Claes-Leonetti soit appliquée, et finalement le rapport de la Cour n'appelle pas autre chose qu'à ça, c'est commençons par appliquer la loi, ça a été dit tout à l'heure très justement, commençons par appliquer la loi qui existe avant d'envisager autre chose. Et l'application de la loi demande des moyens supplémentaires, donc nous les avons chiffrés, nous les avons donnés dans le rapport, mais demande également des objectifs précis, un calendrier de mise en œuvre, et donc le déploiement des moyens correspondants. Voilà, je crois que j'en ai à peu près... Oui, non, mais... Très bien, Madame la Présidente. Nous allons poursuivre. Donc, nous avons 13 questions. Alors, Madame Monique Iborra, vous avez la parole pour 2 minutes. Je vous donne le micro. Attendez, allez-y. Allez-y. Merci, Madame la Présidente de la 6e Chambre, pour ce rapport très clair, y compris dans les éléments de diagnostic et éventuellement de traitement. Vous soulignez dans votre rapport le problème de gouvernance, de pilotage, d'organisation administrative, de communication. C'est ce qu'on pourrait voir dans beaucoup de politiques publiques, et en particulier celle des personnes âgées. Et donc, on n'est pas particulièrement étonné du diagnostic. Ceci est le témoin d'une volonté politique peut-être insuffisante, une mobilisation des acteurs et de la société elle-même qui reste insuffisante en raison des besoins qui seront en augmentation nette, telle que vous le dites. Néanmoins, vous dites aussi que de 2018 à 2021, l'hospitalisation à domicile a augmenté de 30%, ce qui est quand même quelque chose de satisfaisant. Certains argumentent que le développement des soins palliatifs devrait précéder la loi de fin de vie. Nous sommes nombreux à penser qu'au contraire, les deux doivent aller de concert, la seconde étant un aiguillon nécessaire au développement des soins palliatifs. Je ne suis pas sûre que si on n'avait pas annoncé la loi sur la fin de vie, on soit aujourd'hui en train de discuter des soins palliatifs. Donc, votre rapport met en évidence les carences qui doivent être corrigées. Et j'ai une question à ce propos. Je pense que vous l'avez quand même évoqué dans votre rapport. Comment voyez-vous cette gouvernance? À qui pourrait-elle être confiée, y compris dans une organisation administrative et politique? Mais ce n'est pas votre sujet, peut-être. La politique, ce sera le nôtre. En tout cas, administrative du développement des soins palliatifs. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Didier Legac. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Amaillon, de nous avoir présenté le rapport de la Cour des comptes sur les soins palliatifs. Dans vos recommandations, vous insistez sur le caractère encore très insuffisant de la formation des médecins généralistes aux soins palliatifs. Vous indiquez notamment, page 74 de votre rapport, que ce n'est qu'à l'issue de leur spécialité, au cours du 3e cycle seulement, que les étudiants en médecine peuvent suivre une formation spécifique transversale, soins palliatifs, avec une attractivité très faible, puisque vous indiquez que sur les 107 places ouvertes en 2022, seules 60 ont été effectivement pourvus et qu'entre 2019 et 2022, ce sont seulement 191 étudiants en France qui ont été formés. Donc ma question est toute simple. Avez-vous interrogé des médecins, des associations de médecins, des syndicats de médecins ou le Conseil de l'ordre sur les raisons de ce désintérêt, des intérêts notamment préoccupants, quand on sait que le médecin généraliste est justement le pivot de toutes les médecines, toutes les politiques publiques de médecine, et si lui-même s'en désintéresse, en tous les cas si les étudiants s'en désintéressent, on comprend mieux l'absence de culture de soins palliatifs que vous soulignez tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Cyril Isaac-Sibyl. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la 6e Chambre de la Cour des comptes, les constats de notre rapport, fort intéressants et qui nous sera fort utile, sont, pour reprendre votre expression, préoccupants. L'accès aux soins palliatifs est insatisfaisant à l'hôpital, vous parlez de 4000 lits et souffre d'importantes disparités territoriales. Les dispositifs de directives anticipées de personnes de confiance sont peu utilisés. La prise en charge à domicile, pourtant plébiscitée, reste encore trop faible. Et quel constat faites-vous de l'organisation, du déploiement de cette politique? Pas de stratégie,
pas de pilotage, pas d'objectif, des financements épars et peu lisibles. Les constats sont toujours les mêmes et les réponses tardent à arriver, malgré le fait que chaque année, lors du PLFSS, on porte le doigt sur le sujet des soins palliatifs. Vous proposez que la DGES s'empare de ce dossier, mais pourquoi cela n'arrive pas au dernier kilomètre? Et encore, si les soins palliatifs sont les parents pauvres de notre système de soins, que dire des soins palliatifs pédiatriques? Ça sera un petit peu le sens de mon propos. Cette question est occultée dans notre pays, malgré la souffrance des enfants, victimes de pathologies incurables, et de leurs familles qui les accompagnent et qui sont souvent désemparées. Ce sujet n'est d'ailleurs pas abordé dans le cadre de votre rapport. Pourtant, chaque année, ils sont plus de 6 000 à perdre la vie avant leurs 25 ans, 3 000 avant leur première année. L'offre de soins palliatifs pédiatriques appelle à être renforcée, pas d'unités spécialisées, très peu de lits dédiés à ces soins, et l'on estime que moins de 30% de ces enfants ont accès aux équipes mobiles régionales en soins palliatifs. Ma question est simple, quelles sont vos recommandations pour renforcer cette offre de soins palliatifs pour les enfants? Je vous remercie. Merci bien. Madame Justine Gruet. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la 6e Chambre pour l'exposé de ce rapport. Vous l'avez dit, les soins palliatifs nécessitent du temps et je salue la reprise de ma demande dès octobre de supprimer la tarification à l'acte, mais je crois qu'on se doit d'aller plus loin dans la diminution de la part d'administratifs pour nos soignants. On doit aussi opérer un changement de culture, c'est-à-dire que l'aspect curatif est très naturel chez les médecins, de par leur étude, mais la culture palliative doit être enseignée dès le début des études. Et les doyens doivent arriver à changer de paradigme pour se dire que la prise en charge palliative n'est pas une spécialité, mais qu'elle est l'affaire de tous. On doit ensuite passer par une meilleure coordination, vous l'avez dit. Est-ce qu'on pourrait s'interroger sur une meilleure inscription dans les projets de CPTS ou dans les contrats locaux de santé pour un meilleur lien entre la ville et l'hôpital, mais aussi un meilleur maillage de notre territoire? Vous l'avez dit également, la prise en charge des accompagnants est essentielle, notamment à domicile, et je crois que l'aspect associatif et bénévole doit prendre toute sa place dans ce sujet-là. Ensuite, ça paraît pieux comme vœu, mais l'ouverture d'unités est nécessaire dans chaque structure hospitalière. Mais au-delà de ça, je crois plutôt à la pertinence des unités mobiles, donc des unités mobiles de soins palliatifs qui ont un rôle de conseil et de formation auprès de l'ensemble des professionnels. Et ça reprend un peu ce que je vous disais dans la culture palliative qu'on doit insuffler chez nos soignants, de se dire que c'est quelque chose de transversal et que chaque professionnel, à un moment dans sa vie, doit être confronté à cet accompagnement, alors sur la fin de vie, mais bien avant cela, sur l'accompagnement de la douleur et sur la gestion des pathologies chroniques. Il faudra qu'on soit donc vigilant à ce que la diminution des moyens alloués ne vienne pas percuter ces structures-là, mais qu'au contraire, on arrive à renforcer le lien entre les unités mobiles et les professionnels qui travaillent dans les structures médico-sociales, comme les EHPAD ou la prise en charge des personnes en situation de handicap. En tous les cas, merci de la qualité de votre rapport. Merci bien. Madame Caroline Janvier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais m'associer à mes collègues et vous remercier, Madame la Présidente, pour cette étude très utile pour nos travaux à venir et qui fait finalement un constat en demi-teinte puisque vous relayez une augmentation de 30% de cette offre, mais avec une couverture à 50% des besoins. Sur l'action de la puissance publique, là aussi, le constat est nuancé puisque vous reconnaissez un volontarisme politique fort depuis 20 ans, mais vous regrettez également une forme d'inefficacité de cette action, à la fois du fait d'un pilotage peu lisible, mais également mal structuré. Et un constat que vous faites également, et que nous pouvons regretter ici, est celui de inéquité d'accès géographique, mais aussi dans le mode d'accompagnement, qu'il s'agisse des personnes qui sont accompagnées dans des EHPAD, mais aussi, et je voudrais vous interroger sur ce sujet-là, des personnes en situation de handicap
puisque eh bien, moi, il m'est remonté que dans un certain nombre d'établissements, à la fois les usagers sont effectivement mal accompagnés lorsqu'ils sont en fin de vie, et cela génère aussi des situations très compliquées pour les salariés qui se trouvent eh bien, dans une difficulté, y compris après le décès de l'usager. Il n'y a parfois pas d'accompagnement de ces équipes. Enfin, je voudrais vous interroger également sur la façon dont nous pouvons mettre en place un virage domiciliaire de cet accompagnement qui est en effet très hospitalo-centré et qui donc méconnaît cette volonté qu'ont les Français de pouvoir vieillir chez eux et donc de bénéficier à domicile de ces soins palliatifs. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Laurence Cristol. Merci Madame la Présidente. Dans les débats actuels sur la fin de vie, et nous l'avons rapidement évoqué, la question de l'accompagnement des aidants au sens large nous paraît essentielle. La ministre déléguée Agnès Firmin-Le Bodo a d'ores et déjà annoncé que le 3e volet du futur projet de loi serait consacré à l'accompagnement de la fin de vie et notamment au rôle et à la place des aidants. On ne peut qu'en s'en féliciter. Comme les précédents plans, le plan 2021-2024 développe des objectifs pour mieux accompagner les aidants, mais sans en décrire précisément les modalités et les moyens. Comme vous l'avez souligné aux pages 55 et 56 de votre rapport, on a un peu le sentiment d'avoir les intentions sans connaître les actions. Il semble en effet qu'on ait peu de visibilité sur les conventions entre associations, bénévoles, établissements de santé, ni sur la place d'une éducation thérapeutique pour accompagner les aidants. Sur l'éducation thérapeutique, avez-vous eu des éléments permettant d'identifier pourquoi elle n'était pas déployée auprès de l'entourage des malades? Avez-vous réfléchi spécifiquement à un accompagnement des aidants dans le cadre des soins palliatifs à domicile? En allant un peu au-delà des soins palliatifs et dans la perspective du futur projet de loi, avez-vous mené une réflexion sur l'accompagnement, la reconnaissance des proches aidants et notamment le développement des solutions de répit et la mise en cohérence des différents congés dans les situations de fin de vie? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Jean-François Rousset. Merci Madame la Présidente. Merci pour votre rapport, Madame Véronique Amaillon. Selon l'INSEE, 80% des personnes interrogées souhaitent mourir à domicile. Mais par ailleurs, nos concitoyens souhaitent aussi bénéficier de soins chez eux et les soins palliatifs n'y échappent pas. Si en 2019, nous comptabilisons 427 équipes mobiles de soins palliatifs à domicile, les données manquent pour évaluer précisément l'offre disponible, car les critères homogènes n'existent pas. Par ailleurs, nous constatons une hausse de 119% entre 2019 et 2021 du nombre de visites à domicile de médecins généralistes concernant des patients qui ont déjà bénéficié d'un séjour en soins palliatifs à l'hôpital. Pour autant, nous avons des difficultés à identifier, parmi ces visites, celles qui visent à procurer des soins palliatifs et celles qui ne le visent pas. Ces données laculaires viennent limiter le déploiement d'une offre de soins palliatifs adaptée et efficace sur le territoire. Face à ce constat, quelles recommandations apporteriez-vous afin d'évaluer plus précisément l'offre de soins palliatifs à domicile, les besoins et donc l'adéquation de l'offre à ces besoins? Ensuite, vous le soulignez dans votre rapport, les médecins généralistes ont un rôle pivot dans l'offre de soins palliatifs à domicile. Or, leur formation est encore très insuffisante. À l'issue de leur spécialisation, les étudiants de 3e cycle peuvent bénéficier également et suivre une formation en soins palliatifs, mais sur les 107 places ouvertes en 2022, seules 60 ont été pourvues. Dans ce contexte, quelles sont vos recommandations afin de renforcer l'attractivité de la formation en soins palliatifs et ne faut-il pas l'intégrer plus tôt dans le cursus des étudiants? Merci. Merci bien. La parole est à Isabelle Valentin. Merci Madame la Présidente. Madame Amaillon, je tenais à vous remercier pour votre rapport qui était très intéressant sur un sujet qui nous tient à cœur. Comme ça a été signalé à l'issue de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le rapport remis au chef d'État dresse 2 constats majeurs, à savoir une inégalité d'accès à l'accompagnement de fin de vie et une absence de réponse satisfaisante face à certaines situations de la fin de vie. Ces 2 constats, je les dresse moi aussi chaque jour dans ma circonscription. En France, 26 départements n'ont pas de service de soins palliatifs. Pour les autres, ils ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer cette mission. En 2020, la France disposait de 2,4 lits d'unités de soins palliatifs pour 100 000 personnes, le Royaume-Uni 4,2 et le Québec 10.
Par conséquent, sur 25 demandes, seulement 2 patients en fin de vie sont pris en charge de manière adaptée. Face à cette situation qui n'a que trop duré, le rapport émis par la Convention citoyenne recommande alors le développement de soins palliatifs pour toutes et tous et partout. Ceci passe notamment par une meilleure couverture territoriale des besoins, mais aussi par l'obligation pour les EHPAD et le domicile d'avoir du personnel le mieux formé aux soins palliatifs. J'ai bien noté, Madame, que vous souhaitez donner plus de moyens pour appliquer la loi Claeys et Leonetti, et je vous en remercie. Estimez-vous qu'il est nécessaire de proposer aux étudiants en médecine, en IFSI et au métier du soin davantage d'heures consacrées à la formation de soins palliatifs? Que pensez-vous de la prise en charge à domicile de ces soins palliatifs? En tant que présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, je renonçais à une véritable loi grand âge autonomie et donc, par conséquent, à la mise en place d'une véritable politique de soins palliatifs. Est-il un choix politique purement financier? Merci bien. La parole est à Yannick Neuder. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la 6e Chambre pour votre présence et pour la présentation de ce rapport dont je voudrais revenir sur le titre « Les soins palliatifs, une offre de soins renforcée ». C'est un rapport qui appuie dès son titre le combat des députés de notre groupe, les Républicains, car nous avons cessé de dire qu'il faille en effet absolument renforcer l'offre de soins palliatifs en France. En effet, la France a fait des efforts notoires en la matière, en augmentant de 30% son offre de soins palliatifs depuis 2015, en se plaçant ainsi dans la moyenne de l'OCDE. Mais force est de constater qu'il y a de nombreuses disparités territoriales. Ça a été redit, 21 départements de plus de 100 000 habitants ne disposent pas de lits de soins palliatifs, ce qui nous amène à la constatation, et que je partage de Madame la députée Janvier, d'un rapport en demi-teinte, puisque 50% des besoins ne sont pas satisfaits. On a également le problème de la génération du baby-boom qui vieillit avec un choc démographique que vous avez également noté. Les temps bouleversés de l'urgence sanitaire et économique que nous avons vécu ont mis en évidence un certain nombre de failles, pourtant indispensables à une fin de vie dans la dignité. Je voulais attirer aujourd'hui votre attention sur un constat majeur qui doit constituer l'une des préoccupations du législateur. Ce constat est que l'accès aux soins palliatifs est trop centré sur l'hôpital et beaucoup trop insuffisant à domicile, ça a été dit, mais également dans les EHPAD. Et je voudrais simplement rappeler qu'en 2015, le dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France, soit 150 000 personnes, était en EHPAD. Ceci dit, c'est dû à plusieurs difficultés. L'extrême difficulté pour les pouvoirs publics à connaître et identifier les besoins des patients en soins palliatifs, l'extrême difficulté pour les pouvoirs politiques à suivre l'intervention des équipes mobiles de soins à domicile, l'extrême difficulté pour les pouvoirs publics à mesurer l'offre de soins palliatifs en EHPAD et les dépenses de soins des résidents qui y sont consacrés. Et je rappelle que 80% des EHPAD n'ont pas d'infirmières de coordination. Donc, je voulais simplement conclure en demandant si vous avez un parcours, une directive pour effectivement améliorer ces soins palliatifs, notamment dans les EHPAD. Merci bien. La parole est à Monsieur Éric Alauzet. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci pour ce travail d'évaluation et des perspectives que vous nous tracez. Je souhaite vous interroger sur les difficultés de mise en œuvre des propositions que vous avez faites, en particulier au regard des ressources humaines disponibles, et notamment pour ce qui concerne l'engagement des médecins traitants. Je passe sur les prérequis en considérant comme réglés les questions des moyens financiers alloués, notamment de la bonne tarification des actes et également celui de la formation. Mais il demeure une question cruciale concernant le temps disponible, en particulier concernant les médecins traitants, alors même que nous manquons de médecins. La visite à domicile pour des soins palliatifs constituera sans aucun doute le moment le plus délicat et le plus compliqué de la journée du médecin. Le temps nécessaire à cette visite, voire ces visites, s'il y en a plusieurs, alors que les médecins généralistes suivent de plus en plus de cas complexes déjà dans leur clientèle habituelle, en tout cas pour celles et ceux qui acceptent de suivre les patients dans leur entièreté, il y en a malheureusement de moins en moins, des journées compliquées à organiser entre le domicile et le cabinet, la coordination des équipes à domicile, y compris avec d'ailleurs l'hôpital ou la clinique, des sollicitations de ces patients qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, c'est bien naturel d'ailleurs, l'insécurité
liées à la complexité et la lourdeur des soins palliatifs, d'où l'importance de la formation, vous avez insisté dessus, et puis l'insécurité liée au stress technique, la complexité des actes et au stress psychologique. Est-ce que les difficultés de développement des soins palliatifs par ce biais-là sont suffisamment évaluées? Et auquel cas, ne faudrait-il pas disposer d'une évaluation assez précise de la répartition des tâches et des rôles entre le médecin traitant et l'équipe de HAD? Merci bien. Madame Nicole Dubré-Chirat. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Vice-Présidente pour ce rapport qui converge effectivement avec les différents travaux qui ont été menés ces derniers temps au sein de notre commission et des groupes de travail. Vous avez pointé la difficulté à évaluer les besoins, effectivement, l'aggravation ou l'augmentation, je ne sais pas les deux, du vieillissement et donc des besoins en soins palliatifs et les inégalités territoriales qui effectivement nécessitent un développement de l'accès aux soins palliatifs. Mais je reviendrai, comme mes collègues, sur le fait de se sortir de l'hospitalocentrisme où effectivement on a un accès et un cadre pour développer beaucoup plus les équipes mobiles et ces équipes mobiles à domicile et dans les EHPAD pour développer la culture palliative et puis le travail en collaboration avec l'HAD, avec les professionnels libéraux qui manquent de formation, qui manquent aussi de motivation à prendre en charge quelquefois ce type de patients et faire évoluer les cotations. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Vous avez évoqué aussi la nécessaire cohérence entre les différents plans et les liens les uns avec les autres. Quelles propositions faites-vous sur cette évolution de la cohérence plutôt que de travailler en silo dans chaque plan? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Karen Hérodi. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la 6e Chambre, votre rapport pointe une volonté renforcée de développer les soins palliatifs, mais une stratégie quasi inexistante. Notamment, le rapport déplore que le plan pluriannuel 2021-2024, actuellement en vigueur, ne comporte pas d'objectifs quantitatifs ni calendaires. De fait, je cite, « La présentation de ce plan est confuse, les objectifs ne sont ni identifiés, ni hiérarchisés, ni mesurables. » À l'heure où encore 20 départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs et où 200 000 personnes n'ont pas accès aux soins palliatifs dont ils ont besoin en France, d'après la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inspirer des pays comme l'Autriche, qui a mené une planification avec des objectifs chiffrés et calendaires réussis? Merci. Merci bien. La parole est à Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Cour des comptes, merci de votre présence et de la qualité de votre rapport. Rendre effectifs les soins palliatifs pour accompagner dignement les malades en fin de vie sur tout le territoire est un enjeu de santé publique qui demande des réponses urgentes et adaptées de la part des pouvoirs publics, alors même que le défaut d'anticipation des souhaits des personnes hospitalisées ou encore les difficultés de la prise en charge palliative à domicile et dans les EHPAD sont autant de problématiques aiguisées par la crise sanitaire. Pendant la crise sanitaire, 85% des demandes de soins palliatifs étaient refusées, faute de moyens. Il existe de plus une grande inégalité d'accès à l'accompagnement de la fin de vie. Je vous rejoins sur la notion d'acculturer les soignants, mais également les citoyens aux soins palliatifs. Il est également essentiel de former les équipes. Seulement 10 heures de formation en soins palliatifs pendant les études médicales est, me semble-t-il, insuffisant. Le domicile des EHPAD sont les parents pauvres en termes de soins palliatifs. Des expérimentations ont été conduites avec des associations de bénévoles formés qui interviennent en proximité. Ne faut-il pas accélérer le déploiement de cette piste avec un accompagnement qui pourrait intervenir de concert avec les équipes mobiles qui sont elles-mêmes à développer pour pouvoir appliquer pleinement la loi Claes-Leonetti? Je vous remercie. Merci bien. Madame Martine Etienne. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la 6e Chambre. Dans ma circonscription, le docteur Fabrizi, à travers une association, la Barque Silencieuse, a le projet depuis une dizaine d'années maintenant de la création d'une maison des soins palliatifs. Ce serait une maison d'une capacité d'accueil de 10 lits. Elle serait une alternative à l'hôpital lorsque le maintien à domicile deviendrait problématique.
Les personnes en fin de vie auront la certitude d'y passer leurs derniers jours dans la dignité, entourées de leur famille, de leurs proches, des bénévoles d'accompagnement et de toute l'équipe soignante pour leur apporter soutien et réconfort. Ma question, c'est sur le fait que cela fait une dizaine d'années que le docteur Fabrizi, à travers cette association, porte ce projet, et on a difficilement un écho auprès de l'ARS. On se heurte toujours à des problèmes de budget, et alors que justement la Convention citoyenne sur la fin de vie a montré que les personnes, dans leur grande majorité, souhaitaient donc un développement des soins palliatifs, et à travers un projet comme celui-ci aussi. Et voilà ma question, c'est pourquoi on a on se heurte toujours à ce frein budgétaire, alors que cette maison de soins palliatifs est bien calibrée et a un budget bien construit, et montre que ce ne serait pas un gouffre financier, etc., etc. Voilà. Et donc je pense que ce genre de projet devrait être bien plus développé, et ce serait aussi une alternative au domicile et à l'hôpital. Voilà. Merci bien. Écoutez, merci bien, mes chers collègues. Des questions très nombreuses, pertinentes et intéressantes. Donc, Madame la Présidente, je vous repasse la parole pour des éléments de réponse. Non, pardon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors oui, beaucoup de questions, certaines se recoupant un petit peu. Sur la première question de Madame Iborra, la loi sur la fin de vie, enfin la relation entre loi sur la fin de vie et soins palliatifs, ce que nous avons constaté, c'est que, et en particulier dans quelques maisons, et notamment Jeanne Garnier, ce que les rapporteurs ont constaté, c'est que quand il y a une offre de soins palliatifs de qualité et en quantité suffisante, ça fait baisser la demande de suicide assisté. Alors nous ne prononçons pas sur le suicide assisté, nous constatons juste, et je redis là ce qui a été dit au rapporteur, c'est que plus les soins palliatifs sont développés de qualité et quantitativement suffisants pour répondre aux besoins, et plus diminue l'offre de suicide, enfin la demande de suicide assisté. Et dans une proportion de 80-20, c'est-à-dire pour 100 personnes qui souffrent, qui sont en fin de vie et qui ne sont pas encore en soins palliatifs, demandent un suicide assisté. En réalité, à partir du moment où ils sont pris en charge correctement en soins palliatifs, il n'y en a plus que 20 qui demandent un suicide assisté. Voilà, juste pour... Alors, on ne sait pas dans quelle mesure ces chiffres sont généralisables à toute la France, mais dans un certain nombre de maisons spécialisées dans les soins palliatifs. On écoute, c'est vrai que vous avez là, vous suscitez des remarques. Vous voyez, on est au cœur du sujet, là, on est au cœur. Madame la Présidente, je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Je vous donne juste ces chiffres-là en disant que nous ne savons pas s'ils sont généralisables à toute la France. Nous l'avons constaté dans quelques établissements et nous livrons ça à votre réflexion éclairée. Sur la gouvernance, donc deuxième partie de votre question, Madame Iborra, oui, nous demandons et nous proposons dans le rapport que cette gouvernance soit confiée à la seule Direction générale de l'offre de soins, qui soit chef de file de l'ensemble des politiques de soins palliatifs menées en France, avec un plan structuré, des objectifs stratégiques quantifiés, etc., et des ARS qui soient dotées elles-mêmes de plans régionaux de santé intégrant la question des soins palliatifs. Mais c'est vrai que la gouvernance tricéphale, voire quadricéphale d'aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Donc c'est bien, nous, à la DGOS, que l'on propose de confier cette gouvernance. Alors, on a un certain nombre de questions sur la formation des médecins, l'insuffisance de formation des médecins. Donc, Monsieur Le Gac, Monsieur Rousset, Madame Valentin également. Alors, nous avons interrogé les médecins, nous avons interrogé le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas donné de réponse, si ce n'est qu'il ne l'a
confirmer les besoins, bon, mais sans nous donner de pistes particulières. D'où l'intérêt de valoriser, de développer les filières universitaires, avec en particulier la nomination de PUPH qui soient eux-mêmes formés en soins palliatifs. Nous pensons que dès lors que ça fait partie de cette culture de soins palliatifs qui manque aujourd'hui, elle passe aussi par là. Et donc si on crée ces filières, au-delà des X mois de formation que l'on peut souhaiter obligatoires pour l'ensemble des médecins, nous pensons qu'il faut raisonner filière et développement de ces filières avec nomination de PUPH spécifiquement formés. Et ça permettra aussi de renforcer l'attractivité pour les soins palliatifs. Alors, sur la pédiatrie, alors ça répond aussi à la question de M. Valtou qui a été posée tout à l'heure et à laquelle je n'ai pas répondu. Donc, M. Isaac Sibyl et M. Valtou posent la question des soins palliatifs en pédiatrie. Alors, le problème, c'est effectivement une insuffisance de moyens et la capacité ou l'incapacité aujourd'hui à développer suffisamment des équipes régionales, au niveau régional, de soins palliatifs pédiatriques. Et nous constatons que les moyens sont insuffisants, notamment pour se déplacer jusqu'au domicile. Nous recommandons d'ailleurs de chiffrer dans le prochain plan soins palliatifs le nombre de nouvelles équipes régionales nécessaires en soins palliatifs pédiatriques pour permettre la couverture de l'ensemble du territoire. Nous n'allons pas plus loin dans le rapport et c'est vrai qu'on n'a pas développé spécifiquement cette question, mais nous invitons les pouvoirs publics à la prendre en compte, cette problématique, dans le prochain plan soins palliatifs. Alors, on a ensuite des questions, et notamment une question sur l'éducation thérapeutique de Madame Christol. Alors, l'éducation thérapeutique, elle ne peut pas aujourd'hui être déployée en tant que telle auprès des aidants dans la mesure où ce ne sont pas des patients et que les textes ne prévoient que l'éducation thérapeutique ne s'adresse qu'aux patients. Donc on a aujourd'hui un problème d'encadrement par les textes et c'est la raison pour laquelle nous proposons de lever ce frein et de permettre aux aidants d'avoir accès à l'éducation thérapeutique. C'est une de nos recommandations. Donc, et formation et sensibilisation des proches aidants aux soins palliatifs et à l'accompagnement en soins palliatifs de leurs proches. Sur la question de Yannick Noder sur... alors, non, on avait d'abord une question, pardon, de Monsieur Rousset sur la formation des médecins généralistes et sur les visites à domicile des médecins généralistes. Je rappelle que nous avons recommandé dans le rapport que soit créé un nouvel acte, que soit créé dans la nomenclature des soins infirmiers un acte spécifique, soins palliatifs pour les soins palliatifs et notamment pour les libéraux, donc en soins palliatifs à domicile. Et par ailleurs, la négociation conventionnelle des médecins a créé un acte spécifique soins palliatifs, donc visite longue à domicile. Alors, ça ne suffit pas et on entend bien les arguments de la difficulté pour les médecins généralistes à consacrer du temps, d'une part aux visites à domicile, qui sont de plus en plus rares, et d'autre part aux visites à domicile en soins palliatifs, qui sont effectivement chronophages. Mais c'est la raison aussi pour laquelle nous recommandons, j'en ai parlé tout à l'heure, l'adoption d'un forfait, non pas médical, mais d'un forfait d'accompagnement soins palliatifs pour les autres professions
les professions médicales autour du patient à domicile. La question des médecins et la disponibilité des médecins est une chose, mais il y a une première réponse avec la négociation, enfin la conventionnelle, le dernier avenant à la convention. Mais les soins palliatifs, c'est aussi avant tout, j'allais dire, de l'accompagnement et pas seulement du soin. Et donc, d'où l'intérêt de la recommandation que nous formulons sur le forfait d'accompagnement soins palliatifs. Alors, la question, donc je viens à la question de Yannick Noder sur les EHPAD. Alors, nous faisons le même constat d'une insuffisance de prise en charge de soins palliatifs en EHPAD, et c'est la raison pour laquelle nous recommandons de créer 200 équipes mobiles de soins palliatifs supplémentaires. Le chiffrage que j'ai donné tout à l'heure de presque 74 millions d'euros par an, c'est bien ça, c'est ces 200 équipes supplémentaires, équipes mobiles supplémentaires, qui ont vocation à intervenir au domicile, mais aussi, et aussi donc en EHPAD. Donc c'est une première réponse. Une deuxième réponse consiste en la formation des auxiliaires médicaux, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, et notamment des aides-soignants, et la sensibilisation et la formation de ces auxiliaires médicaux à la culture et aux soins palliatifs. Et puis, il faut également, pensons-nous, contrôler mieux les conventions entre les ARS et les EHPAD. Aujourd'hui, ces conventions sont souvent un peu formelles et un peu vides. On a eu l'occasion de le voir dans une grande enquête que nous avons menée il y a 2 ans ou 3 ans maintenant sur les EHPAD. Donc, il faut que les conventions soient complétées, soient beaucoup plus concrètes, beaucoup plus ancrées dans la réalité de ce que connaissent les établissements, enfin les EHPAD, et soient contrôlées ensuite par les ARS. Sur la question donc, du temps disponible des médecins, je l'ai évoqué à l'instant. Il faut donc développer pour, disons, contrebalancer ou compléter en tout cas l'intervention des médecins ou le manque d'intervention des médecins à domicile en soins palliatifs, développer les interventions des soins infirmiers. J'ai évoqué la création la proposition que nous faisons, la recommandation que nous faisons de créer un acte infirmier spécifique soins palliatifs. Nous recommandons également de prendre en compte les soins palliatifs dans le financement des SIAD. Donc 2 recommandations qui s'adressent vraiment aux soins palliatifs à domicile et qui permettent de contourner un certain nombre de difficultés que nous avons pointées, comme vous-même, sur les difficultés à mobiliser les médecins, faute notamment de temps. Nous avons dans le rapport donné aussi un exemple qui nous paraît intéressant, l'exemple de Pallidum, qui permet de développer l'hospitalisation à domicile en fin de vie et qui mérite d'être suivi attentivement et peut-être d'être généralisé si cette expérimentation donne des résultats. Mais je rappelle quand même que sur l'hospitalisation à domicile, même si elle est insuffisante, même si nous appelons à développer des moyens supplémentaires, même si nous invitons à créer des actes dans les nomenclatures infirmiers, de soins infirmiers, comme ça a été rappelé d'ailleurs par vous-même, cette hospitalisation à domicile a augmenté dans des proportions importantes depuis le dernier plan, puisqu'on est à plus 30%. Ça reste très insuffisant, mais nous soulignons quand même l'augmentation importante de ces soins palliatifs en hospitalisation à domicile. Sur la question alors, de sortir de l'hospitalocentrisme, oui, c'est ce que nous disons d'ailleurs dans le rapport. Nous appelons à un nouveau plan pluriannuel 2023-2028 qui prenne en compte ce développement du domicile avec un certain nombre d'objectifs et un calendrier. Nous appelons également, puisque c'est une des questions qui a été posée,
Sur la cohérence des plans entre eux, nous appelons vigoureusement les pouvoirs publics, d'une part, à intégrer dans la stratégie nationale de santé les plans soins palliatifs et la question des soins palliatifs. Et nous appelons également vigoureusement à ce que le plan cancer et le plan soins palliatifs soient cohérents et fassent référence l'un à l'autre. Voilà. Donc nous ne pouvons qu'être d'accord avec ce qui a été dit là-dessus par notamment Madame Dubré-Chirat. Sur les questions, alors je recherche mes petits papiers. Oui, s'inspirer, Madame Karen Hérodi qui nous demandait s'il était possible de s'inspirer de ce que fait l'Autriche. Oui, il faut s'inspirer de l'organisation autrichienne. Avec des plans cohérents, assortis d'objectifs chiffrés, un calendrier, etc., et qui soient également déclinés au niveau régional de manière aussi rigoureuse, précise, chiffrée. C'est exactement ce que nous disons. Donc oui, s'inspirer des bonnes pratiques à l'étranger, et notamment de l'Autriche, absolument. Alors, sur la question de Madame Martine-Etienne sur la barque silencieuse, si j'ai bien compris, le frein budgétaire rencontré, il semble que ce projet relève aujourd'hui d'un statut d'unité de soins palliatifs. L'ARS a été rencontrée par l'équipe et les échanges se poursuivent entre l'ARS et les porteurs du projet. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un point que nous avons effectivement vu. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Très bien. Merci bien, Madame la Présidente, pour toutes ces réponses, riches également. Comme vous avez pu le constater, on l'attendait, ce rapport. C'est la raison pour laquelle je me suis en tout cas permise d'insister sur cette demande de rapport, parce que très intéressant, et notamment en lien bien sûr avec le futur projet de loi. Donc c'est important que nous puissions avoir aussi un peu l'éclairage de la Cour des comptes. En tout cas, merci bien Madame la Présidente. Je remercie également toute votre équipe, tous les magistrats présents et qui vous ont accompagné dans le cadre justement de la restitution de ce rapport. Merci également, mes chers collègues, pour votre présence et votre participation active et pertinente. Petite information, mes chers collègues, avant que vous ne partiez, notre prochaine réunion aura lieu donc mardi prochain à 17h15 et nous auditionnerons la ministre Isabelle Rome, ministre déléguée donc chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Puis nous entendrons les conclusions de la mission Flash confiée à Fanta Berreté et à Stéphane Viry sur les contrats de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, autrement dit les CDI d'employabilité. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Merci bien, merci.